Chapitre 11. Blé concassé. Il nous restait juste assez d'argent pour passer la nuit dans un hôtel bon marché. Nos finances approchaient de zéro, et nous aussi. Rushmore, le seul maillon de la chaîne qui pouvait nous conduire à Charon, avait été tué. Pire, Charon était au courant de notre présence à Amsterdam. Sinon, comment nous aurait-il devancé à la patinoire? À notre arrivée au motel Van Bates, il pleuvait. Le directeur était un petit homme mince plein de tics qui ne parlait pas un mot d'anglais. Sa mère nous servit d'interprète. Tout ce que nous désirions, c'était une douche et un lit. Mais la douche ne fonctionnait pas et, comme il fallait s'y attendre, Tim s'octroya le lit. J'allumai la télévision posée dans un coin. Elle était branchée sur la BBC. C'était l'heure des informations. Je n'avais pas très envie d'écouter les nouvelles, mais j'étais content d'entendre parler une langue familière. Je prêtai donc l'oreille et je n'eus pas à le regretter. Un reporter apparut sur l'écran. Il se tenait devant la salle des ventes de Sotheby's dans Bond Street à Londres. Boris Kuzanov Furent les deux premiers mots que j'entendis et qui, bien sûr, captèrent mon attention. est considéré comme un personnage clé dans la lutte pour le pouvoir au Kremlin. L'image changea. Le reporter était maintenant à l'intérieur de la salle des ventes devant un grand tableau. Pendant un instant, je crus que la télévision était cassée. Puis, je compris que c'était de l'art moderne. Kuzanov est venu en Angleterre pour acheter une œuvre du peintre surréaliste Salvador Dali. Poursuivit le journaliste. Ce tableau s'intitule La fête du tsar et représente le tsar Nicolas II offrant du pain rassis à ses serfs mécontents. C'était peut-être ce que voyait le journaliste. Moi, j'aurais plutôt décrit une montre tordue à côté d'un grand lac rose qu'examinaient deux amibes géantes. Kuzanov avait-il vraiment fait tout ce voyage depuis Moscou pour acheter ça? La tête du journaliste reparut sur l'écran et il répondit à ma question. Kuzanov est venu à l'improviste en Grande-Bretagne afin d'acquérir ce tableau qu'il considère comme propriété de la Russie. Bien que l'œuvre soit estimée à près d'1 million de livres sterling, Kuzanov participera aux enchères qui auront lieu dans 2 jours. Le journaliste adressa un sourire niais à la caméra avant de disparaître de l'écran pour laisser la place aux informations suivantes. La police a complètement perdu la trace du dangereux criminel Tim Diamant qui... J'éteignis la télé. J'en avais appris suffisamment au sujet de Kuzanov. Kuzanov, murmurai-je. Tim s'était redressé sur le lit en entendant son nom. Kuzanov est déjà en Angleterre, dis-je. C'est si grave que ça? Je poussai un soupir. Ce n'était pas grave, c'était dramatique. Ça signifie que le temps presse, Tim. Charon peut opérer à n'importe quel moment. Il faut que nous trouvions cette villa de Winter, ajoutai-je après un instant de réflexion. Nous avons besoin d'aide. Charlotte! S'exclama Tim, le regard illuminé. Tu ferais bien de l'appeler. Tim lui téléphona. C'était un de ces vieux postes munis d'un écouteur qui me permit d'entendre toute la conversation. La sonnerie retentit environ 6 fois avant que Charlotte décroche. Allô? Dit-elle en hollandais. Charlotte, c'est moi, Tim. Tim? Il y eut un silence. Je soupçonnais Charlotte d'avoir oublié qui était Tim. Mais elle reprit le souffle court. Dieu merci. Vous m'appelez enfin. Il faut que je vous voie. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Quoi? Demanda Tim. Je ne peux pas vous le dire maintenant. Pas au téléphone. Retrouvons-nous dans un endroit sûr. Charlotte se tut et je n'entendis plus qu'un halètement sonore. Il me fallut quelques secondes pour réaliser qu'il venait de Tim. Puis Charlotte reprit. À la sortie d'Amsterdam, dans le Flavoland, il y a un croisement et un arrêt d'autobus. Retrouvons-nous là-bas demain matin, à 9h. Demain matin? Se lamenta Tim. Mais ça fait toute une journée à attendre. Je sais. Bien, j'y serai. Tim raccrocha. Il avait la paupière papillonnante, la lèvre frémissante. Un instant, je le crus malade, mais à son sourire, je compris que c'était bien plus grave. Il était amoureux. Demain, après le Flavoban, dans l'Autoland, dit-il d'une voix mécanique. J'ai entendu, Tim. Oui, j'avais entendu. Charlotte avait peur. Rushmore était mort, et Charon paraissait rôder partout. Combien de temps lui faudrait-il pour nous repérer? Vous prenez un autobus pour sortir d'Amsterdam par le nord, et vous arrivez bientôt dans le Flavoland.
C'est facile à reconnaître. Si vous cherchez un point de vue et que vous n'en trouvez aucun, c'est que vous y êtes. Le Flavoland était autrefois le fond de la mer, jusqu'au jour où quelqu'un a eu la brillante idée de repousser l'eau plus loin. Le résultat, une zone très vaste, très plate, très déserte. Les agriculteurs y cultivent les céréales. En fait, là-bas, on ne voit que ça. Des champs de blé, de maïs, d'orge, d'avoine qui s'étendent jusqu'à l'horizon aussi plat qu'un disque. Dans le Flavoland, il n'y a pas une colline, pas un arbre, et les oiseaux s'ennuient trop pour avoir envie de chanter. L'unique arrêt d'autobus se trouvait près de l'intersection mentionnée par Charlotte. Le conducteur du bus essaya de nous dissuader de descendre à cet endroit. Il devait nous prendre pour des fous. Quand passe le prochain bus ? Lui demandai-je avant de descendre, inquiet pour notre retour. Demain, répondit-il. Le bus redémarra dans un nuage de poussière, nous laissant seuls avec le vent et les champs de blé. Vraiment très seul. Je regardais derrière moi, rien. Devant moi, rien. Il n'y avait que le ruban de la route qui fuyait d'un côté et de l'autre, et le bus n'était déjà plus qu'un point noir disparaissant au loin. Le blé frémissait doucement sous la brise. C'était une chaude journée. Le soleil tapait dur et il n'y avait ni relief ni arbre pour donner de l'ombre. Nous nous trouvions au milieu d'une gigantesque poêle à frire, et aucune trace de Charlotte. 5 minutes passèrent, interminables. Puis une voiture surgit, traînant derrière elle un champignon de poussière. « La voilà !» murmura Tim. Mais ce n'était pas Charlotte. La voiture ronronna, puis nous dépassa en rugissant, fouettant la poussière de la chaussée qui nous aveugla. La voiture disparut. Tim regarda sa montre. « Charlotte est en retard !» Un léger bourdonnement se fit alors entendre. D'abord, je crus que c'était une guêpe. Du coin de l'œil, j'entrevis un point devant le soleil. Mais ce n'était pas un insecte. C'était un avion qui pulvérisait un produit sur les cultures, à environ 5 km au sud. Et il volait en ligne droite, parallèle à l'horizon. Je parvins à le distinguer un peu plus nettement. C'était un vieil avion en bois, à hélice, avec 2 rangées d'ailes de chaque côté, comme les avions de la Première Guerre mondiale. Il laissait derrière lui un nuage argenté, composé de fines gouttelettes de pesticides. « C'est drôle !» murmurai-je. « Quoi ?» demanda Tim. « L'avion pulvérise du pesticide à un endroit où il n'y a pas de culture. » À ce moment, le pilote vira brusquement et mit le cap dans notre direction. On entendait l'hélice taillader l'air. Le moteur grondait, comme s'il était en colère. Je restai un long moment immobile à contempler l'avion. Peut-être était-ce la chaleur ou bien la fatigue, je ne me rendais pas compte que je contemplais ma propre mort. Puis il se mit à piquer sur nous, et avant même que mon cerveau ait eu le temps de m'informer de ce qui se passait, mes jambes me propulsèrent sur le côté. L'engin fendit l'air quelques centimètres au-dessus de l'endroit où était ma tête 1 seconde plus tôt. Tim poussa un cri étranglé et se jeta de l'autre côté. L'avion masqua le soleil pendant un instant et tout devint noir. Puis il reprit brutalement de l'altitude et se prépara à virer pour lancer une nouvelle attaque. Tim était à genoux. Il toussait et clignait des yeux. « C'est vraiment du rase-motte !» murmura-t-il. Encore un peu et il n'y avait plus de motte. « Crois-tu que… » Tim avait eu la même idée que moi. Le pilote de l'avion était Charon. D'une façon ou d'une autre, il avait appris notre rendez-vous avec Charlotte. Je me souvins du ton effrayé de la jeune femme au téléphone. Charon l'avait peut-être suivie, peut-être était-elle déjà morte. En tout cas, si c'était bien Charon qui se trouvait là-haut, dans cet avion, nous ne pouvions fuir nulle part, car c'était précisément là que nous étions. Nulle part. J'hésitais toujours sur la direction à prendre lorsque l'avion fondit de nouveau sur nous. Cette fois, il nous réservait une surprise plus déplaisante. 2 de ses ailes étaient équipées de mitrailleuses. Je vis les éclairs rouges et j'entendis le sifflement des balles. Une portion de la route déchiquetée me sauta à la figure. Tim plongea sur le côté. Je voulus le suivre, mais quelque chose me heurta durement l'épaule et je fus projeté en arrière. L'avion frôla la route et une tornade me fouetta. Je savais que j'étais blessé, mais j'ignorais quelle était la gravité de ma blessure. J'avais mal, partout. Une fois l'avion passé, je parvins à me remettre debout et regarder autour de moi. Tim était tout blanc, mais je ne savais pas si c'était la poussière ou l'émotion. Au loin, l'avion amorçait un virage pour revenir à l'assaut. Le 3e essai risquait d'être le bon.
Il nous restait une seule chance. « Vite, Tim !» hurlai-je. « Le champ de blé !»« Je ne peux pas !» se lamenta-t-il, paralysé. « Pourquoi ? Mon rhume des foins !»« Oh, Tim !» Incroyable. Charon nous tenait dans sa ligne de mire et Tim ne pensait qu'à une chose, son rhume des foins. Dans une minute, il aurait le corps plus troué qu'un morceau de gruyère et la prochaine fois qu'il éternuerait, ce serait dans une douzaine de directions en même temps. Mais l'heure n'était pas à la discussion. Négligeant la douleur qui me tenaillait l'épaule, je saisis la main de Tim pour le tirer hors de la route. Comme nous étions à quelques semaines de la moisson, le blé avait atteint sa hauteur maximale et étincelait d'un bel or. En me frayant un passage au milieu des épis, je me dis que c'était bien la première fois qu'une future miche de pain allait me sauver la vie. Mais c'était un peu anticipé, car bien sûr, ma vie n'était pas encore sauve. L'avion piqua de nouveau, invisible cette fois, et le blé se coucha autour de nous de façon spectaculaire. Tim éternua. Au moins, il n'avait pas été blessé. Mais la situation était désespérée. Nous pouvions continuer d'avancer jusqu'à ce que le champ de blé tout entier se transforme en un immense plat de cornflakes. Mais nous risquions de finir au milieu en guise de cadeau surprise. Charon nous aurait, tôt ou tard. Il fallait faire quelque chose, et tout de suite. C'est alors que je les aperçus. On les avait abandonnés au milieu du champ de blé et ils gisaient maintenant en un petit tas triste et inutile. Ils étaient faits de fils de fer, de manches à balai et de ballons crevés en guise de tête. Des épouvantails. Même le plus craintif des corbeaux n'aurait pas eu peur d'eux. Toutefois, ils me donnèrent une idée. Je repérai l'avion qui se trouvait à son point le plus éloigné, en train d'effectuer son virage. « Tim, enlève ta veste !» criai-je à mon frère. « Pourquoi ? Enlève-la, ne discute pas !» J'enlevai aussi la mienne. Le mouvement me fit grimacer de douleur et je m'aperçus que l'une des manches était imbibée de sang. Mais je n'avais pas le temps de m'en occuper. Je soulevai un des épouvantails et le jetai vers Tim. Par miracle, il comprit aussitôt ce que je voulais faire. Nous n'avions pas une seconde à perdre. L'avion avait fini sa manœuvre. Je le voyais déjà miroiter dans le soleil. J'espérais que Charon serait aveuglé et ne parviendrait pas à nous distinguer. J'avais réussi à enfiler ma veste sur le plus petit des épouvantails. Elle pendait grossièrement sous l'armature en bois, sous la tête ballon du football noir et blanc qui ne ressemblait pas du tout à la mienne. Du moins, je l'espérais. Je me retournai. L'avion fonçait vers nous. « Tim ?» Il avait mis sa veste sur le second épouvantail. J'appuyai prudemment le mien contre le sien, épaule contre épaule. Ils oscillèrent un peu, mais restèrent debout, comme deux copains ivres. L'avion arrivait en vrombissant et je pus presque sentir le blé frémir autour de moi. « À plat ventre, Tim !» La mitrailleuse crépita. Le danger passé, je risquai un coup d'œil et vis les deux épouvantails fauchés par les balles, à quelques mètres de nous. Ensuite, l'avion reprit de la hauteur et disparut par où il était venu. C'était fini. Les épouvantails gisaient dans le champ, hachés en menus morceaux sur un lit de blé concassé. Le vent lissa le reste du champ comme pour effacer toute trace du drame. Nos vestes transformées en mouchoirs étaient inutilisables. Tim leva les yeux au ciel. « Tu crois vraiment que c'était Charon ?»« Qui d'autre ?»« Un fermier, peut-être. »« Tu connais des fermiers qui traitent les récoltes avec des mitrailleuses ?» Tim réfléchit un instant. « Ce n'est pas ce qu'on appelle des sulfateuses ?» ?»« Non, Tim, je ne crois pas. » Suivit un long silence perplexe. Je m'aperçus que je me tenais le bras et que du sang coulait entre mes doigts. Mais je ne dis rien. Je ne voulais pas troubler les méditations de Tim. Finalement, il reprit. « Si c'était Charon, il doit nous croire morts. Et s'il nous croit morts, il ne cherche plus à nous tuer. » Bien raisonné, Tim. « Sacré coup de veine. Mais à propos de veine, Nick, tu saignes, tu es blessé. » Je sais. Tim avança. Son visage avait pris la teinte blanchâtre du fromage trop frais, et je savais ce qui allait arriver. Il poussa un petit gémissement et s'écroula sur les deux épouvantails, bras en croix. Mon frère n'a jamais supporté la vue du sang. Je dus attendre qu'il revienne à lui. Je serrai mon bras blessé contre moi. J'avais de plus en plus mal, mais je ne me plaignais pas. La douleur me rappelait que j'étais en vie.